Bonjour à tous, voilà, bon appétit si vous êtes à table comme on dit tous les jours à la même heure, il est 12h30, vous êtes dans le ZCL en direct de Canal 10, mais vous êtes aussi en direct de RHT Radio Haute Tension et de C10 FM, on salue nos amis de ces deux radios partenaires. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir successivement M. Patrick Perjean qui est délégué académique du CLEMI, bonjour. Bonjour. Parce que vous le savez, c'est la semaine de la presse à l'école, d'où vient l'info, nous avons reçu depuis une semaine déjà plusieurs journalistes et communicants pour parler de la situation de la presse en Guadeloupe. Ensuite, nous recevrons Catherine Chomeau-Lamotte, qui est la directrice de la mission locale. Ça a changé de direction. On parlera avec elle, on saura un petit peu quelles sont les missions de cette mission locale et surtout les manifestations qui sont en vue. Stéphanie Méliorinette, alias Nefti Poétique, devrait être là tout à l'heure avec nous. On parlera de cette conférence sur le père au Bisson, on parlera de ça. Et puis, on va recevoir Karine Fleming, bien sûr, qui est communicante, toujours dans le cadre de la semaine de la presse, et Evelyne Adémar pour sa rubrique ABC Entreprise. Sinon, pour l'information, pour l'actu, on reviendra sur le séminaire EDF des nouvelles recrues, histoire de donner la culture d'entreprise à ces nouvelles, ces 40 jeunes qui sont recrutés par l'EDF. Vous verrez tout à l'heure comment ça se passe. C'est une manifestation qui dure pendant 2 jours. Ensuite, on ira à Saint-Claude pour la sensibilisation du diabète. C'est une des maladies qui frappe le plus de Guadeloupéens après, ou peut-être même en même temps que la prostate. Le séminaire régional sur la formation se déroule pendant 2 jours encore, jusqu'au 23. Et ensuite, nous irons faire un petit tour à Petit Bout où se passe Andy Dance. Andy Dance, c'est un festival de danse pour les personnes en situation d'handicap. Voilà un peu ce qui fait le sommaire de ce journal. Et puis peut-être c'est une bonne nouvelle, je ne sais pas, vous me direz. En ce moment, Nicolas Sarkozy est en garde à vue suite à l'affaire, vous savez, l'affaire du financement de sa campagne de 2007 par Kadhafi. Kadhafi qui a été depuis lors assassiné. On se souvient de toute l'histoire et de l'intervention française en Libye. Ça devait cacher quelque chose, mais comme on dit, rien caché, il va rester secret. Aujourd'hui, monsieur Sarkozy est en garde à vue. Mediapart avait révélé cette affaire il y a quelques mois de cela, et l'affaire continue à faire des remous. Nous y reviendrons probablement. Voilà un petit peu le sommaire de notre ZCL du jour. Patrick Perjean, merci d'être là. Semaine de la presse organisée par le CLEMI, dont vous êtes l'organisateur aussi, mais aussi le coordonnateur. Comment se porte le CLEMI ? Le CLEMI se porte de mieux en mieux depuis les événements de 2015, donc oui. où il a été mis sur le devant de la scène suite aux déclarations de la ministre de l'époque, la ministre de l'Éducation nationale. Donc une forte demande des enseignants, puisque maintenant depuis l'inscription de l'éducation aux médias dans la loi de refondation de l'école, il est obligatoire de faire de l'éducation aux médias. Donc une forte demande de formation des enseignants, mais aussi le CLEMI se porte aux demandes des élèves. Oui, et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, je me souviens, j'étais collégien, j'avais été renvoyé parce que j'étais venu jouer en classe avec un France Antilles. C'était bien sûr il y a quelques années. Est-ce qu'aujourd'hui, la pénétration des moyens d'information dans les établissements scolaires n'est pas seulement devenue automatique, mais je veux dire, ça se passe bien, je veux dire, c'est devenu un support pédagogique, le média ou la presse? C'est devenu un support pédagogique parce que c'est le moyen, introduire la presse à l'école, c'est aussi apprendre à comprendre le langage médiatique et faire des élèves des producteurs de langage médiatique. C'est ça qui est essentiel. Donc impérativement, il faut introduire la presse à l'école et d'une manière générale tous les médias, puisque nos élèves vivent avec les médias, sont entourés de médias, donc c'est à l'école de leur apprendre à les utiliser. Alors concrètement, comment ça se passe ? Alors concrètement, lors de la semaine de la presse, vous pouvez avoir des opérations qu'on appelle le kiosque, c'est-à-dire que les enseignants fournissent aux élèves tout un panel de magazines et de journaux et de quotidiens qu'ils peuvent étudier. Ça passe aussi par
les sites internet qui sont destinés à apporter l'actualité aux élèves, comme par exemple un jour une actu. Hier, il y avait, lors de l'ouverture de la semaine avec monsieur le recteur, il y avait une animation justement autour de ce site par des élèves de CM1, CM2. Donc vous voyez que la valeur n'attend pas le nombre des années, comme on dit. Mais c'est aussi des visites de locaux, et puis c'est aussi des visites de journalistes qui vont dans les établissements scolaires à la rencontre des élèves pour répondre à leurs questions. Tout à fait. Alors, vous savez que Patrick Bergeon, depuis, on ne va pas dire depuis Trump, enfin disons depuis quelques mois, la question des fake news fait l'actualité un peu partout, la question des réseaux sociaux aussi. On sait que les enfants, les jeunes en tout cas, doivent être protégés par ce type d'informations. Comment on envisage ça au niveau du CLEMI, de manière à ce que ces fake news ne deviennent pas des news tout court? Ben justement par la formation, la sensibilisation des élèves et leur apprendre à toujours remonter à la source de l'information et ne pas croire ce qu'ils voient ce qu'ils voient pour la première fois, quoi, sur leur écran. D'où le thème de la semaine de la presse qui a été réitéré cette année, donc depuis l'année dernière. D'où vient l'info? Oui. Est-ce que cette info est véridique? Est-ce que je peux la recouper? Et c'est ce qu'on va tenter d'apprendre aux élèves pendant au moins cette semaine, mais ça va se prolonger. Et les enfants sont réceptifs d'une manière générale? Oui, ils sont très réceptifs, surtout quand on leur montre les mécanismes qui permettent de créer justement ces fake news et de les faire se propager à vitesse grand V, justement dans les réseaux sociaux, comme vous avez dit. J'entendais le président français dire ce matin, ou hier, je me souviens, je crois que ce matin, que désormais, on allait faire une attention particulière aux sites internet et autres réseaux sociaux sur la question du racisme, souvent propagé par des sites négationnistes ou autres. Là aussi, au niveau de l'école, il y a un travail à faire. Bien sûr, de toute façon, l'école de la République est faite pour ça, hein, et éduquer nos futurs citoyens. Et donc la lutte contre le racisme, de même que la lutte contre le harcèlement, toute forme de lutte, de discrimination, c'est le rôle de l'école de préparer les élèves à ça. Alors, vous n'étiez pas là, mais le jour de la conférence de presse, le départ du précédent recteur, je parlais de M. Galap, je posais la question sur le CLEMI et sur la presse à l'école. Je disais que l'année, pendant sa mandature ou sa gouvernance, on avait eu le sentiment que le CLEMI avait peut-être manqué un peu de moyens. Est-ce que vous confirmez? Ou alors est-ce que vous avez trop de moyens? Peut-être aussi, je me suis trompé. Trop de moyens? Non, je ne pense pas, mais vous savez, c'est partout pareil. Nous, on est en période de crise, il faut gérer au plus près les moyens, justement. C'est sûr que si nous avions plus de moyens, nous ferions plus. J'attends beaucoup, je vais voir venir la suite des déclarations de la ministre de la Culture, qui a dit qu'elle allait doubler les moyens pour l'éducation aux médias pour les élèves. Donc on attend, on va voir venir. Il y a quelques années encore, dans les établissements scolaires, c'était la grande mode à l'époque, des journaux scolaires. J'ai comme le sentiment que ça a un petit peu perdu de son importance. Ça, c'est pas que ça a perdu de son importance, mais là encore, on en revient au nerf de la guerre, l'argent, puisque le journal scolaire, par définition, ça devrait être un journal papier, oui. Et ça a un coût. Ça a un coût qui est difficile à avaler par les établissements. Donc on a de plus en plus d'établissements qui se tournent vers le numérique. Donc on a des productions médiatiques numériques. Donc plus de concours de journaux scolaires. Le concours de journaux scolaires existe, puisque continue d'exister. Au contraire, on a même regroupé tous nos concours de production médiatique sous un label national qui est Mediatix, mais il y a très peu de production. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Pas suffisamment de production. Alors, d'une manière générale, est-ce que, je pose quand même la question, les confrères jouent le jeu? Oui, tout à fait. Là, on peut vraiment compter tout au long de l'année d'ailleurs, hein, même s'il y a un pic lors de la semaine de la presse, mais tout au long de l'année, tous les journalistes, que ce soit audiovisuel, que ce soit radio, que ce soit presse écrite, n'hésitent pas, dès qu'on fait appel à eux, à se rendre dans les établissements ou à répondre aux questions des élèves. Et donc, quand
on prend le cas d'un lycée comme le lycée de Pointe-Noire, qui est axé sur l'audiovisuel, comment le CLEMI peut travailler avec ce type d'établissement? Je veux dire, des productions, des coproductions, ou alors c'est traité comme un établissement normal? Alors non, le lycée de Pointe-Noire est quand même le porteur du campus des métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Et le CLEMI fait partie du comité directeur de ce campus. Donc comment le CLEMI peut apporter sa contribution? Encore une fois, par la formation. Donc accompagner les élèves, accompagner les enseignants et fournir des supports pédagogiques et indiquer quels sont les besoins des établissements, couvrir les événements qui se passent dans l'académie. Voilà en quelque sorte l'accompagnement qu'on peut offrir. Et donc le processus de formation des professeurs, parce que souvent en tant que professionnel de la presse, j'ai eu à me rendre compte que quelquefois les profs n'étaient pas plus armés que les élèves pour le décryptage de l'information. Exactement. C'est pour ça que l'une des missions essentielles du CLEMI, c'est justement la formation. Et on a vu dès 2007, lorsqu'il y a eu pour la première fois écrit dans le socle commun de connaissances et de compétences, à l'époque, lorsqu'il est sorti en 2006, où il était inscrit que l'élève doit être éduqué aux médias. Il y avait juste cette phrase. Ça a été un mouvement de panique chez les enseignants qui se disaient oui, mais comment? Oui. Donc le CLEMI a tout de suite réagi et en 2007 a sorti le premier exemplaire de sa brochure Éduquer aux médias, ça s'apprend. Parce qu'effectivement, on ne peut pas éduquer aux médias n'importe comment. Il fallait apprendre aux enseignants eux-mêmes qu'il y avait un langage médiatique et qu'il fallait apprendre à le décrypter et qu'il fallait ensuite le transférer aux élèves. Et ce travail d'éducation aux médias chez les profs aujourd'hui, il est terminé, ou il est en voie, ou insuffisant, suffisant? Comment... Il n'est pas terminé, il est là en permanence. Hein. Nous avons chaque année, cette année, nous avons 6 stages qui ont été inscrits au programme académique de formation. Et de toutes les façons, il y a les nouvelles vagues de professeurs stagiaires qui arrivent et qu'il faut former eux aussi. Oui. Parce que si eux sont utilisateurs, un petit peu comme nos jeunes, de tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, etc., ils ne connaissent pas les dessous. Oui. Et donc c'est le CLEMI qui s'active pour pouvoir former ces gens. Comment ça se passe? Oui, donc comme je vous le disais, nous avons des actions de formation qui sont inscrites au programme académique annuel. Et nous avons aussi des demandes, nous répondons à des demandes particulières d'établissements qui ont besoin de former leur équipe. Nous accompagnons l'ensemble des professeurs documentalistes, collèges et lycées. Et nous sommes sur le terrain et également nous avons des interventions à l'ESP. D'accord. Alors, 12h44, nous recevons M. Patrick Perjean qui est le délégué académique du CLEMI Guadeloupe. Vous travaillez avec la Martinique, puisqu'on ouvre en Martinique en ce moment, comme on ouvre en France. Alors je pose la question de savoir... Alors la Martinique a un petit souci, elle n'a pas de coordonnateur CLEMI depuis 2 ans maintenant. Donc il me semble que le réseau Canopé essaye de remonter une structure. Ouais. C'est pas évident. Alors, non, c'est pas évident. Quel est le programme que vous avez prévu pour cette semaine de la presse à l'école, avec comme thématique d'où vient l'info? Alors, le programme, ce matin, j'étais dans un établissement à Gourdeliane, à Bémao, où nous faisions une visioconférence, un échange avec des élèves de Vesoul. Jeudi matin, il y aura une formation pour des élèves du lycée hôtelier sur les fake news. Donc je me promène pendant toute la semaine d'établissement en établissement, voir un petit peu ce que les collègues vont articuler autour de ce thème. Mais il faut savoir que cette année, spécifiquement cette année, étant donné que nous avons eu un petit souci pour préparer les colis presse, c'est entre 80 et 100 magazines et quotidiens qui sont offerts aux établissements. Et donc nous allons faire en 2 parties. Nous avons conservé la semaine de la presse aux dates prévues, 19 au 24 mars, mais fin avril,
nous remettrons cela avec, cette fois-ci, la presse écrite. D'accord. Et au niveau de l'université, rien n'est fait? Au niveau de l'université, nous n'avons pas de demande. Pas de demande? Non, pas de demande. Bizarre. Oui, c'est bizarre. Oui. En tout cas, Patrick Berjean, merci d'être venu pour nous parler de cette semaine de la presse. J'imagine que les enseignants qui nous regardent, et aussi bien les parents ou les jeunes qui nous regardent, suivront un petit peu tout ce qui se passera ces jours-ci. Un site internet pour la semaine? Oui, sur le site académique, dans l'espace pédagogique, vous aurez tous les renseignements sur le CLEMI. D'accord. Bien, écoutez, on vous remercie. On va continuer sans vous, mais si vous restez là, vous saurez un petit peu ce que font ces jeunes qui ont été recrutés par l'EDF, qui a décidé de leur donner ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Et depuis hier, les responsables d'EDF qui ont recruté plus d'une quarantaine de jeunes Guadeloupéens sont en train non pas de les former à l'emploi, mais leur inculquer un peu la notion d'entreprise pour une nouvelle formation. Et donc, on va appeler ça un séminaire d'intégration de ces jeunes recrues à l'intérieur d'EDF. Un sujet de Stanley Manicor. Je dis que je le ferai pendant 1 an, 2 ans à peu près. Puis après les 700, on va baisser à 500. EDF Archipel Guadeloupe, l'intégration des jeunes embauchés est très importante. En effet, pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons embauché 41 personnes en 2017 et presque 100 personnes en 3 ans, 2015-2017. Donc pour moi, évidemment, c'est fondamental, qu'ils comprennent bien quels sont les enjeux, qu'ils puissent se situer, bien comprendre quelles sont les valeurs, les références de l'entreprise. Et à travers ces 3 jours, ils vont pouvoir partager et mieux connaître en fait quels sont les objectifs d'EDF en Guadeloupe. C'est une expérience sensationnelle, je dirais, très enrichissante, puisqu'on est en contact avec différents services. Effectivement, EDF nous offre aujourd'hui l'opportunité de pouvoir évoluer tout au long de notre carrière, de changer d'activité, de découvrir de nouvelles. Donc je dirais franchement qu'être à EDF, c'est vraiment une expérience à vivre pour ceux qui ont l'opportunité, puisque c'est une opportunité. On découvre sur 3 jours l'ensemble des services et des métiers d'EDF. Donc ça permet vraiment de voir les différents métiers et notamment de se projeter pour ces postes futurs. Parce que chez EDF, on va changer de poste tous les 3-4 ans. Et donc du coup là, j'essaie déjà de voir c'est où vont se présenter les opportunités pour avoir un poste intéressant lors de mon prochain poste. Chacun appartient à des services différents. On ne connaît pas forcément l'activité de chacun. Aujourd'hui, ce séminaire nous donne l'opportunité de connaître vraiment toutes les activités d'EDF dans leur globalité et aussi d'avoir une vue différente sur les attendus et aussi les objectifs, mais aussi de bien s'imprégner de la culture d'EDF. EDF est un peu comme une grande famille. Il y a une valeur qui pour nous est essentielle, c'est celle du service public en particulier. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de le mettre en application, en particulier lors des cyclones Irma et Maria. Et on a aussi un autre facteur qui est essentiel pour nous, c'est accompagner la transition énergétique sur le territoire. Et chacun, par leur métier, vont y contribuer maintenant, mais aussi parce que c'est eux qui vont construire, je dirais, l'EDF demain sur la Guadeloupe. Voilà, il est 13h49. Nous recevons Catherine Chaumont-Lamotte, qui est la directrice de la mission locale. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est la première fois que je vous reçois ici en tant que directrice, en tout cas sur cette antenne. Et pour les gens qui ne savent pas, on sait bien qu'il y a une mission locale qui existe. On parlait tout à l'heure des jeunes et la presse. Quelle est la fonction première d'une mission locale dans un pays comme la Guadeloupe ? Très bien. Donc, merci encore de nous recevoir aujourd'hui. La mission locale, c'est une structure qui existe depuis 1991 sur l'ensemble du territoire national, enfin en Guadeloupe particulièrement, et depuis 1982 sur l'ensemble du territoire national. Donc, c'est un réseau qui a comme mission de mettre en œuvre le droit à l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans qui rencontrent des difficultés d'insertion. Donc, nous avons plusieurs missions. La première, repérer, mobiliser les jeunes 16-25 ans qui rencontrent des difficultés
opportunités d'insertion sociale et professionnelle, les accueillir, les informer, les orienter et surtout les accompagner pour acquérir leur autonomie sociale et leur autonomie professionnelle. Alors tout à l'heure, on va parler de la manifestation qui aura lieu, qui a commencé déjà depuis une journée, mais d'une manière générale, un jeune qui vous voit aujourd'hui et qui entend parler de la mission locale, qui est entre 16 et 25 ans, il fait quoi s'il veut réellement s'insérer? Très bien. Donc, nous sommes déjà situés, pour le jeune, c'est important qu'il sache où est-ce qu'il peut nous rencontrer. Oui. Donc, nous sommes sur l'ensemble des communes du département de la région Guadeloupe. Oui. Nous sommes à Marie-Galante, à Saint-Louis, à Grand-Bourg. Il y a des antennes. Il y a des antennes quasiment dans toutes les communes de la Guadeloupe. Oui. Alors, nous étions absents à Bouillante, Baïf, Saint-Claude, Goubert, Anse-Bertrand et Port-Louis. Et depuis le 1er mars, nous avons donc dans le trimestre, nous avons signé des conventions avec l'ensemble de ces communes qui ont accepté de nous mettre des bureaux à disposition pour que les conseillers de mission locale puissent venir encore plus en proximité des jeunes. Donc ça fait que nous couvrons quasiment toutes les communes de la Guadeloupe. Donc les jeunes, ils savent, généralement nous sommes dans les bourgs, hein, ils ont l'information, les communes donnent l'information que la mission locale est présente certains jours ou toute la semaine dans certaines communes pour accueillir des jeunes. Alors le jeune qui est sans emploi ou diplômé sans emploi ou pas diplômé sans emploi, il vient à la mission locale, il frappe et puis après? Alors, il est reçu donc par le conseiller, qui est le conseiller mission locale, qui lui sera affecté dès son inscription. Et le premier... Donc, il faut qu'il s'inscrive. Absolument, il faut qu'il s'inscrive. Donc c'est une inscription administrative, il nous donne, on fait le point sur qui il est, quel est son parcours, d'où il vient, quelles sont ses difficultés sociales, où est-ce qu'il est logé, qui est-ce qu'il a envoyé à la mission locale, quelle est sa demande aussi surtout, parce qu'il vient, quand il vient à la mission locale, il a une demande. Et avec le conseiller, donc il s'établit une alliance pour élaborer un projet professionnel, déjà comprendre la demande du jeune, l'écouter, parce que le jeune attend d'abord de l'écoute de nous, une écoute qualitative surtout, qui lui permet un peu d'être en confiance dès le premier accueil, pour essayer de faire émerger les difficultés qu'il rencontre et vraiment formaliser avec lui, élaborer un projet professionnel, un parcours, un plan d'action. Donc on fait un diagnostic social et professionnel de la situation du jeune. Donc ce sont plusieurs entretiens. Nous n'avons pas de solution toute faite. Voilà, toute faite, et c'est chaque jeune, il y a une solution pour chaque jeune, parce que les jeunes sont différents, c'est ce qui fait leur richesse, ils sont différents, mais ils ont surtout beaucoup de potentialités. Faut-il encore les faire émerger, les accompagner pour qu'ils prennent conscience de leur potentialité et des richesses du territoire, pour essayer de mettre en adéquation les potentialités des jeunes, les valeurs des jeunes et la richesse du territoire, autant dans le domaine professionnel, et puis voir ensuite pour régler les problèmes de transport, de logement, de santé. Nous travaillons aussi beaucoup sur la santé avec la jeunesse. Oui. Donc voilà nos premières missions. Qu'il soit diplômé ou pas diplômé, alors prenons le cas de celui qui n'est pas diplômé. Est-ce que le parcours est différent, peut-être pas l'entretien, mais enfin l'accompagnement? Complètement. Alors il faut savoir que nous sommes en contact chaque année à peu près avec 17 000 jeunes et 8 000 jeunes sont accompagnés de manière intensive, puisque les autres, souvent, ils sont venus à la mission locale. Après un entretien, ils ont décidé pour diverses raisons de ne pas revenir. On peut les relancer, ils ne viennent pas. Alors quand on fait le suivi avec les parents, soit les jeunes sont partis en métropole, ils sont en mobilité à gauche, à droite, ils jobent, ils sont dans des formations. Donc en fait, chaque année, on accompagne entre 10 000 à 8 000 jeunes pour 2017. Donc ces jeunes, quand vous me demandez par rapport au niveau, 30% de ces jeunes, effectivement, sont de niveau, nous dirons, de niveau faible. Ils n'ont ni le bac, ni le CAP, ni le BEP. Donc ils sont sans diplôme. Oui. Et ces jeunes, quand même. Oui, 30% de notre jeunesse, de ces 8 000 jeunes, ont au moins, au minimum, le BEP, le CAP. Ils ont le niveau BEP-CAP. Donc pour ces jeunes, très concrètement, il faut réussir à définir avec eux un secteur d'activité. Dans quel secteur, quel souhait, quel métier ils imaginent, déjà qu'ils imaginent, qu'on puisse les amener à cette réalité. Donc souvent, on les met en immersion dans les entreprises. Le tissu des employeurs est vraiment très important pour nous, puisque c'est eux qui peuvent vraiment prendre conscience aux jeunes de quelles sont leurs compétences en matière de savoir-faire, en matière de savoir-être, et surtout en matière de compétences techniques. Donc une fois qu'on a réussi avec le jeune à définir le secteur d'activité, le métier qu'il veut faire, donc c'est plusieurs entretiens, ça ne se fait pas en 2 temps, 3
trois mouvements. À ce moment, nous pouvons, par rapport à son niveau de formation, l'orienter vers des formations de lutte contre l'illettrisme pour certains. Nous en sommes encore là. Il faut savoir que quasiment 27% des jeunes sont illettrés en Guadeloupe. 27% des jeunes. Donc, illettrés, c'est-à-dire qui ne maîtrisent pas les savoirs de base. ZCN, ils ne pourront même pas lire ça. Oui, ils sauront lire ça, mais ils ne maîtrisent pas les savoirs de base. Voilà. Donc, c'est une étude qui est faite régulièrement et nous avons les résultats. Effectivement, nous avons quand même 30%. Et vous avez des remèdes contre cette illettrisme? Ah, des remèdes. Non, ce ne sont pas des remèdes. Ce sont surtout un vrai besoin de formation, de lutte contre l'illettrisme. Nous sommes d'accord, nous sommes très d'accord. C'est vraiment aujourd'hui toute une orientation d'ailleurs du Conseil régional de travailler sur la remise à niveau, les remises à niveau, sur les savoirs de base, sur la lutte contre l'illettrisme, parce que la Guadeloupe fait partie des départements où il y a le plus fort taux de jeunes en illettrisme, qui rencontrent des difficultés en illettrisme. Alors, je vais vous poser une dernière question avant la pause, puisqu'on va prendre une pause publicitaire. On va se retrouver en deuxième partie pour pouvoir parler des actions que vous êtes en train de mener. Il y a eu depuis des années plusieurs plans de formation jeunes, d'emploi jeunes, de parcours jeunes, etc. Et je ne parle même pas des contrats aidés. Dans toute cette jungle, comment un jeune peut se retrouver? La mission a un rôle d'éclaireur dans la situation, d'éclairage ou d'éclaireur? Alors, le conseiller d'insertion professionnelle, c'est exactement son rôle. D'ailleurs, maintenant, on parle même de conseil en évolution professionnelle. Oui. Le jeune, c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a 1000 feuilles de mesures, mais pour chaque jeune, quand effectivement il est dans un parcours bien, on dirait bien cadencé avec son conseiller, trouve son parcours et le trajet pour arriver à cette insertion professionnelle. Donc, ils ont l'impression, effectivement, quand ils ne vont pas à l'information, qu'il y a une multitude de mesures et qu'ils ne savent pas où donner la tête. En tout cas, je les invite à venir voir nos conseillers et je demande à mes conseillers de faire le boulot, de faire le job, d'accompagner de manière qualitative ces jeunes pour les emmener à ces résultats. Alors vous parlez de contrats aidés sur les emplois d'avenir. Je tiens quand même à dire que depuis 2012, les emplois d'avenir n'existent pas. Oui. Ce sont près de 4000 jeunes qui ont signé un contrat aidé. Un emploi d'avenir à l'époque qui pouvait durer entre 12 à 36 mois. Et sur ces 4000 jeunes, 45% ont pérennisé les emplois. Les employeurs ont pérennisé 45% de ces emplois. Alors moi, je félicite et je remercie encore tout ce tissu d'employeurs. C'est déjà pas mal, mais 60% ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux, mais dans ce tissu économique qui est aussi perturbé, je remercie les employeurs qui ont joué le jeu pendant toutes ces années, à la fois le secteur marchand, à la fois le secteur associatif, qui est vraiment le poumon économique pour ces jeunes en grande difficulté, et puis, ma foi, les collectivités ont joué aussi leur part et ont pérennisé certains emplois. On pérennisait quand même beaucoup d'emplois. On se retrouve tout à l'heure, Madame Chaumont-Lamotte, pour continuer cet entretien. Je rappelle que nous sommes en direct du ZCL, en direct de la radio Tension et de C10FM et que nous suivons nos programmes tout de suite après cette première page de publicité. Voilà, il est 13h03 dans le ZCL en direct de RHT, Radio Tension et de C10FM. Je vous rappelle que nous recevons Madame Catherine Chaumont-Lamotte, qui est la directrice de la mission locale, avec laquelle on a déjà un petit peu défloré le sujet, parlé de la mission locale. Si vous êtes un jeune entre 16 et 25 ans, ça vous intéresse, elle donnera probablement un numéro de téléphone tout à l'heure. Nous devrions recevoir Stéphanie Mélion-Rinette, alias Nefta, mais Pédant Chimère, on ne l'a pas vu. Et Patrick Perjean est déjà passé et on va recevoir Karine Fleming tout à l'heure, c'est une communicante dans le cadre de la semaine de la presse à l'école et nous avons terminé avec Evelyne Adima. Alors on revient tout de suite avec Catherine Chaumont-Lamotte pour parler de la mission locale mais surtout d'une manifestation que vous avez initiée et qui se termine quand est-ce? Le vendredi 23 mars. Vendredi 23 mars. Et donc quel est l'objet de cette manifestation? Alors les semaines nationales des missions locales existe depuis 3 ans, donc nous sommes à la 3e édition, elles se font sur toutes les régions françaises et donc nous en Guadeloupe depuis 3 ans nous
mettons en œuvre. Donc cette semaine, elle a démarré depuis le 15 mars, se termine le 23 mars. Et l'objectif, alors déjà il y a un thème. L'an dernier, le thème c'était la relation entreprise, donc développer les relations avec les employeurs. Et cette année, le thème c'est Cap sur les métiers de demain. Donc c'est la mission qui initie ce type de rencontre. Tout à fait. Est-ce que les jeunes, à ce moment-là, ont un rôle à jouer dans ce type de rencontre? Absolument. Alors, nous avons déjà fait participer les jeunes à cette manifestation. Ils sont acteurs, puisqu'ils ont produit déjà, alors ils participent à 3 actions. Ils ont produit, ils sont en train de produire 2 vidéos. Donc des jeunes découvrent les métiers de l'audiovisuel et produisent des vidéos pour donner des infos, pour faire part de leurs témoignages. Vous pouvez appeler ça à Canal 10, non, dans nos épisodes? Avec plaisir, si vous nous permettez dès qu'ils auront fini leur production. Volontiers, vous venir les présenter, ce sera un plaisir de voir leur production. Ah, très bien, alors je vais vous présenter donc 3 productions, donc ces 2 vidéos qui témoignent de leur parcours dans des entreprises, alors surtout ce sont des agences d'intérim qui ont joué le jeu cette fois, et ce sont des jeunes qui présentent leur parcours, soit de parrainage, ils ont été parrainés par une agence d'intérim, par une entreprise en agence d'intérim, soit alors ils ont pu accéder à des missions d'intérim avec ces agences. Donc ce sont les 2 premières vidéos. Nous avons une autre vidéo qui a eu un très grand succès, qui a été créée et qui est déjà créée par des jeunes avec la CGSS, en partenariat avec la CGSS, la communauté du Sud Basse-Terre et un centre de formation Concept X. Et ces acteurs, avec les jeunes, ont monté 2 vidéos pour informer les jeunes sur l'accès aux droits de la santé. Donc c'est vraiment une vidéo très intéressante où les jeunes ont pu participer, utiliser les caméras, enfin couper, faire vraiment le montage des images. Et surtout, c'est une vidéo qui donne une information qui est présentée par des jeunes, donc les jeunes se sont mis en scène. Et cette vidéo permet aux jeunes donc d'accéder plus facilement aux droits de la santé. Comment aller sur amélie.fr? Nous sommes vraiment sur le thème qui est aussi le thème de Cap sur les métiers de demain, l'accès au numérique, parce qu'aujourd'hui, ma foi, tout est dématérialisé, tout est en numérique et nous avons tout un travail à faire de lutte contre la fracture numérique. Et nous mettons les jeunes en scène, les jeunes sont acteurs pour informer, pour accompagner d'autres jeunes à réduire cette fracture et à ne pas simplement utiliser le portable pour communiquer sur WhatsApp et diffuser des vidéos qui sont peut-être pas les plus enrichissantes pour notre jeunesse, mais en fait leur moyen de communication, mais aussi pour accéder à leur propre autonomie, pour en faire un outil de travail. Donc, et ça débouche sur quoi, ce type d'utilisation de la vidéo que vous faites et de formation? Alors les 3 vidéos, par exemple, comme je vous dis concrètement, donc ça informe, ça sensibilise les jeunes. Mais les jeunes qui ont été formés, alors les premiers ont été sensibilisés, donc ils ont vraiment découvert les métiers de l'audiovisuel. Et là, nous avons un centre de formation qui est en train de mettre un titre professionnel pour ces jeunes, pour qu'ils puissent continuer et obtenir une certification. Alors ensuite, bien sûr, on va se poser la question de l'emploi. Alors vous avez plusieurs, soit il y en a qui vont peut-être créer leur propre entreprise. Il y a eu aussi quand même avec Pôle emploi tout un développement ils ont mis un pôle spectacle et audiovisuel, donc il y a des offres d'emploi, il y a de temps en temps il y a quand même des films qui sont réalisés sur la Guadeloupe, de plus en plus. Nous espérons qu'avec la montée du tourisme on aura encore plus de metteurs en scène qui voudront venir tourner des films en Guadeloupe. Donc voilà, ce sont des nouveaux métiers sur lesquels les jeunes peuvent se tourner. Et puis bon, ce sont des métiers jeunes, ce sont, on va dire, voilà, innovants pour eux, qui allient à la fois, donc ils peuvent réaliser des vidéos aussi à titre personnel pour leur famille, pour des mariages. Ils peuvent en faire un vrai métier, parce que bon, on avait autrefois des photographes. Oui, bien sûr. Et donc ça fonctionne bien. Alors, on va pouvoir évaluer dans 3 jours, oui, peut-être pas quand même, dans quelques mois, pour voir si effectivement ces jeunes ont eu accès à une formation qualifiante et si à l'issue de ces qualifications, ils ont eu un emploi. Et on pourra dire effectivement... Après, on pourra en trouver pour Canal 10 alors. Ah, alors si vous employez, je prends tout de suite l'offre d'emploi et je vous positionne des jeunes. Oui, alors, donc, si nous revenons sur cette semaine, en fait, donc 2 temps forts.
de grand temps. Demain, le 21 mars, au siège de la mission locale, nous allons rencontrer, donc il y a des professionnels, des chefs d'entreprise qui vont venir pour présenter aux jeunes divers métiers. Alors déjà 4 secteurs d'activité qui sont mis en exergue par la région. Donc les secteurs d'activité Silver Economy, cyberéconomie. Silver Economy, c'est pour les personnes âgées. Oui. Voilà, les personnes âgées. Silver que personnes âgées. Hein, oui, voilà, oui. C'est un peu plus design, oui, mais nous parlons vraiment de l'accompagnement des personnes âgées, des problèmes de santé. Et comme nous savons aujourd'hui, avec le développement de l'hospitalisation à domicile, avec le vieillissement de la population, nous voyons déjà comment ces métiers vont vraiment se développer de manière exponentielle, et des métiers pour nos jeunes de la Guadeloupe, je tiens à le dire, il faut que nos jeunes de la Guadeloupe s'approprient ces métiers, ces possibilités d'avenir et fassent des formations qualifiantes pour rendre un service de qualité. Alors la région a prévu aussi de développer l'économie bleue. Oui. Donc on a entendu récemment le projet Océan, un projet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler depuis quelques années. Donc là, voilà, nous allons avoir des plages qui vont être des plages pilotes avec une vraie activité économique qui va se développer. Donc nous espérons pouvoir justement préparer déjà les jeunes à ces nouveaux métiers pour que quand toute cette activité économique démarrera, qu'il puisse y avoir de jeunes Guadeloupéens prêts à s'accaparer de cette activité économique. Bien, dernière question, parce que vous savez qu'il y a en ce moment même une semaine régionale de la formation qu'organise la région. La mission est présente? Absolument. Alors nous avons fait de grandes séances de travail pour harmoniser nos programmes, puisque quand au niveau national le thème a été donné, il a été donné pour toutes les missions locales, et quand nous avons contacté la région, elle nous a dit bon ben tiens, eux aussi vont lancer la semaine régionale de la formation professionnelle, mais il se trouve qu'en fait ce sont des sujets qui se complètent totalement, puisque les orientations, les grandes orientations de la région tiennent compte aussi du plan d'investissement et de compétences qui est lancé par le président Macron et qui va permettre effectivement à la région de pouvoir décliner une offre de formation très importante en 2018 et 2019, et donc qui sera ciblée dans les secteurs d'activité qu'il souhaite développer sur ce territoire. Alors, c'est une dernière question, Madame Chomon-Lamotte. Vous avez dit tout à l'heure que 45% des jeunes qui sont passés par votre pôle au niveau de l'emploi d'avenir, oui, ont pu pérenniser des emplois. Tout à fait. Il y a une progression dans les années à venir, dans les 2 ans à venir? Alors, oui, déjà, alors les emplois d'avenir n'existeront plus. Oui, bien sûr. Donc nous, la politique de l'emploi national, c'est de, ma foi, laisser tomber les contrats aidés, puisque ça a quand même coûté très cher, même si nous, en tout cas en Guadeloupe, et particulièrement à la mission locale, nous sommes quand même très satisfaits quand nous voyons des jeunes toujours en emploi. Oui. Merci à ces contrats aidés d'avoir existé. Maintenant... il y a un parcours, il y a un nouveau plan qui tout à fait. Oui. C'est le PEC, le plan emploi compétences. Voilà, plan emploi compétences. Qui va toucher les mêmes jeunes. Les mêmes publics avec des aides, les mêmes critères. Alors, sans critères, il n'y aura même pas de problème de niveau. Alors, c'est là que ça a un peu changé quand même. La prise en charge sera moindre. Oui. Par exemple, dans le secteur associatif, c'est une prise en charge de 60%, alors qu'avec les emplois d'avenir, c'est de 75%. Oui. Dans le secteur marchand, par contre, on maintient 31% pour les PEC et 35% pour les emplois d'avenir. Ce qui est important, c'est que cette fois, la priorité est mise sur le plan de formation, sur l'accès aux compétences des jeunes pendant qu'ils sont chez les employeurs. Alors, les employeurs devront vraiment s'investir dans la mise en place de formations qualifiantes, certifiantes pour ces jeunes quand ils auront bénéficié de ces aides à l'emploi. Madame Chomon-Lamotte, on vous remercie. Vous ne pouvez pas tout dire aujourd'hui. Vous reviendrez probablement une autre fois. On va tout de suite enchaîner avant la pub sur le séminaire régional sur la formation. Je crois qu'on a ça dans... Oui, on l'a, oui. On va voir ce sujet réalisé par Maxime Morel. Hier, on a fait un
colloque autour de la danse et le handicap, avec différents intervenants comme des psychomotriciens, des psychologues, des éducateurs, des personnes qui travaillent dans des structures, des directeurs aussi de structures, où nous avons échangé sur qu'apportait la danse à une personne en situation de handicap, les approches, l'évolution aussi du mouvement et surtout la mémorisation du travail. Ensuite, l'après-midi, nous avons permis à ces jeunes handidanseurs de participer à un stage en version grandeur nature, parce que nous avons eu plus d'une centaine d'handidanseurs qui ont participé à ce stage. Donc c'était vraiment convivial. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est la rencontre régionale Handidance. C'est là où ils vont pouvoir montrer le travail qu'ils ont effectué pour certains 1 mois, pour d'autres 3 mois, pour d'autres ça fait 3 ans qu'ils dansent. Cette rencontre, c'est pour pouvoir permettre de mettre en avant le talent de nos handidanseurs et montrer que toute personne en situation de handicap a droit à une activité à part entière et dans ce cas, c'est la danse. On est capable, l'invisible devient visible, je dis. Et puis, il y a de l'émotion qui découle dans les mouvements. Ils vont au-delà de leur performance, donc ça vaut le coup franchement d'y aller, de venir voir aussi cette rencontre. Il y a 18 prestations, environ 9 structures de la Guadeloupe, un peu éparpillées. On a de Petit Canal, Petit Bourg, on a des structures de Trois-Rivières, comme de Bouillante. On a essayé de toucher tout l'archipel. En national, représenter notre île. Voilà, donc l'an dernier, c'est l'association Libellule qui a obtenu le coup de cœur. C'était ma chorégraphie. Et nous avons eu le premier prix à l'unanimité. Nous sommes revenus avec plusieurs médailles. Pâques à la fac, les 31. Bonjour et bienvenue chez moi à Petit Canal. Je suis Axel Collangean, présidente de Ballon au Canal. Pour nous aider à faire bouger les lignes à Petit Canal, Ballon au Canal vous invite à son grand midi minuit. Rendez-vous le samedi 31 mars, samedi Gloria, à la ferme Allée du Moulin à Petit Canal à Cluny. Au programme, bon manger local, animation avec du gros cas, de la danse indienne et le groupe Dynasties en live. 25 € en prévente, 30 € sur place. Infoline 06 90 00 22 07 et Facebook Ballon au Canal. Vin bon nous fosla. Dynasties, combat, le combat. Chantez. Pâques à la fac, les 31 mars et 1er avril. Camping géant de 2 jours non-stop de festivités sur la plage de la Fête à Cabri. Animation, village, soirée, plateau de folie sur la plage. Destra Garcia, Triple K, Bilix, Kevni, Mathieu White, Drex, Métis et les meilleurs DJ de l'île. Yannick Cabrion, Tempo et Dominique Coco. Pâques à la fac, un festival gratuit de musique internationale avec des rotations régulières en bateau avec l'Archipel, Cadran, Caribe Désir et Caresse Antillaise. Samedi 31 mars et dimanche 1er avril, c'est Pâques à la fac. Plus d'infos sur Facebook et Instagram, Fête à Cabrit. Le week-end de Pâques, c'est à la Désirade, à la fac et c'est gratuit. Voilà, il est 13h17, l'information continue. Je vous l'ai dit, nous allons recevoir Karine Fleming qui a la chance d'avoir été journaliste et qui est communicante, donc elle a les deux côtés de la profession. Karine Fleming, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est dans le cadre de la semaine de la presse. Nous recevons M. Patrick Perjean, qui est le délégué académique du CLEMI, le centre de liaison de l'éducation et des moyens d'information. La question que je vous pose en tant que communicante, c'est difficile d'accrocher les journalistes quand on est communicante? Alors moi je pense que tout est vraiment dans la forme et comme vous le disiez, la chance que j'ai eue, c'est qu'effectivement j'ai commencé avec le journalisme avant de commencer avec la communication. Et ça fait longtemps quand même. Ah, ça fait un moment. Je ne vais pas vous demander combien de temps, si on ne saura pas votre âge. Vous étiez, Danick, mon premier rédacteur en chef et ça remonte aux années 90. Oh, vous dites quand j'ai commencé ma carrière, j'étais une jeune, très jeune. Moi je devais avoir au moins 8 ans alors.
très très jeune journaliste et j'ai commencé ma carrière à cette magazine avec 3 personnes que je tiens vraiment à mentionner aujourd'hui parce que c'est vrai que ce sont des gens qui m'ont encadré et qui m'ont beaucoup amené professionnellement puisque j'ai appris le journalisme sur le tas, je n'ai pas fait d'école de journalisme. Et donc c'est en entrant à la rédaction de cette magazine, avec vous comme rédacteur en chef, avec Jacques Canneval comme directeur de publication. Ça lui envoie une petite force quand même. Voilà, et deuxième rédacteur en chef à l'époque, c'était Pierre-Édouard Picot, parce que vous vous occupiez du magazine télévision, et Pierre-Édouard s'occupait de cette destiné à la télévision. Télévision, voilà. Voilà. Et donc j'ai eu la chance effectivement d'avoir cette formation sur le terrain, et avec des personnes extrêmement compétentes, qui m'ont vraiment appris les bases du langage journalistique. J'ai encore un petit livre à l'école, pas à l'école. C'est vrai que c'était une école. J'ai encore un petit livre à la maison, je ne sais pas si vous vous rappelez me l'avoir offert, il s'appelle Lire, écrire et parler pour son lecteur. Ah oui, oui, tout à fait. Et c'est ma Bible. Jusqu'à la journée d'aujourd'hui, j'ai conservé ce livre, et ce livre, c'est une petite Bible. C'est ce qui m'a permis de décoder un petit peu le langage journalistique à l'époque, et de comprendre effectivement qu'un journaliste, il n'a pas le temps de lire, la plupart du temps. Il est souvent débordé par le nombre d'informations qu'il reçoit, harcelé par des informations des fois qui n'en sont pas. Voilà, parce que tout côté au passé, il faut dire ça c'est sûr. Il est voilà, aujourd'hui avec le développement des technologies numériques, on est harcelé aussi sur nos boîtes mail, avec toutes sortes de mails. Il faut trier livret du bon grain. Souvent, voilà, on arrive le matin, il faut en moins de 2 heures essayer de comprendre un sujet et ensuite de produire quelque chose pour pouvoir expliquer aux gens ce que c'est. Des fois quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout, parce qu'on a tous quand même une spécialité de base. Donc voilà, moi je suis pas forcément spécialiste en économie, mais voilà, ça m'arrivait effectivement. On m'envoie, voilà, on va en conférence de rédaction, il faut faire un papier économique. Et ben donc je dois apprendre à lire, analyser et rédiger très vite. Et cette pratique que j'ai eue pendant 10 ans m'a permis effectivement de comprendre le langage journalistique, les contraintes d'un journaliste, et m'a permis dans ma profession de communicante aujourd'hui, que je mène parallèlement à ma profession de journalisme, d'être plus efficace dans la façon dont j'écris mes communiqués. Donc pour moi le secret, c'est court, concis, précis, et répondre aux 3 grandes questions. C'est quoi? Vous allez m'aider sur ça. C'est quoi? C'est où? C'est quand? C'est comment? C'est la base. Il y a aussi le pourquoi. Le pourquoi. Voilà, ça vient en dernier. Tout le pourquoi. Voilà. Mais vous savez que 90% des communiqués de presse se terminent à la poubelle. Pourquoi, à votre avis? Je pense parce que souvent ils sont trop longs. Je pense qu'on ne va pas directement à l'information et que souvent le journaliste ne voit pas justement ces 5 W tout de suite quand il lit. Voilà, 5 WH. Tout de suite quand il lit le communiqué, il ne voit pas tout de suite forcément what, where, when and why. Il ne voit pas toujours forcément ça. Et je pense que si on réussit à faire ça, eh bien, généralement les gens lisent l'information. Alors Karine, puisque vous avez la chance d'avoir fait les deux, parce que vous n'avez même pas ajouté que vous avez fait de la radio, vous avez fait de la télévision, je ne sais pas si vous avez fait du net. La radio, j'ai commencé avec vous aussi. Décidément. Voilà. Radio Unité. Oui, c'est vrai, j'oubliais. Oui. Alors, est-ce qu'il est plus facile d'être communicante ou d'être journaliste? Plus difficile. Écoutez, alors le journaliste, la contrainte qu'il a quand il communique vers son public, c'est qu'effectivement il doit faire très 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 attention à bien analyser ses informations pour qu'on ne l'accuse pas d'être de parti pris. Il faut qu'il y ait une certaine neutralité. Par exemple. Voilà. Le communicant a une certaine flexibilité puisque à la base, voilà, c'est un métier qui est un petit peu entre l'information et le commercial. Donc de toutes les façons, on représente des gens. Et donc effectivement on a un petit peu plus de liberté. Donc vous pouvez être communicante. Voilà. Non. Moi j'aime bien les deux. Oui. J'aime bien justement, et c'est pour ça que j'ai continué mon métier de journalisme, même si effectivement j'ai réorienté mes activités vers la communication il y a quelques années. Essentiellement parce que la demande était plus forte aussi au niveau de la communication. Oui. C'était pas forcément un choix de ma part, mais j'aime beaucoup les deux aspects de mon métier. J'aime informer de manière objective. Et j'aime aussi parce que j'ai la chance, moi, d'avoir toujours pu faire un petit peu ce que j'aimais faire.
c'est un luxe que j'ai toujours voulu m'accorder dans la vie, de ne pas travailler sur des choses auxquelles je ne crois pas. Donc même dans mon métier de communicant, je sélectionne un petit peu mes clients et puis je pense aussi que les gens me connaissent un peu ma personnalité et généralement les personnes qui m'approchent pour pouvoir communiquer sur des projets, ce sont des gens qui savent que leur projet va me parler. Donc en fait, quand j'en parle, quand je communique dessus, je suis vraiment très sincère. Alors, comment on met en place une campagne de com pour un produit? Imaginez, je sais pas moi, je lance un festival ou une soirée et on vous dit, bon Karine, voilà, feuille blanche, je vais faire un festival à telle date ou une soirée ou un concert à telle date. Comment vous démarrez? Alors généralement, moi j'essaie d'identifier à quel public l'événement s'adresse parce que le type de communication qu'on va faire va dépendre beaucoup du type de public auquel on s'adresse. C'est sûr que si on fait par exemple un concert de Skatcha, on ne va pas choisir les mêmes radios que si on fait un concert de Wervana, par exemple. Parce que les cibles ne sont pas les mêmes. Est-ce qu'il est important sur un concert de Wervana, mais après peut-être que c'est pas le même meilleur exemple, hein, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez mainstream de par ce qu'il fait. On va peut-être prendre quelque chose d'un peu plus underground, je sais pas, enfin pas underground, mais... Non, vous avez Tabou Combo de côté, de l'autre côté vous avez un concert Chevalier de Saint-Georges. Ah oui, Chevalier de Saint-Georges, voilà. Ok. Donc c'est sûr qu'on va pas communiquer sur les mêmes médias, quoique. Sur Chevalier de Saint-Georges et Tabou Combo, dans le contexte guadeloupéen, on va plus ou moins communiquer sur les mêmes médias. Peut-être qu'on va plus accentuer sur Chevalier de Saint-Georges sur le service public, a priori, que sur un média privé dont l'objectif principal c'est de faire de l'audimat. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, autre chose... Mais c'est sûr que si on a un concert dont la cible publique est jeune, c'est pour ça que j'avais pris cet exemple, et on a un concert dont la cible publique est 40 ans et plus, on ne va pas communiquer sur les mêmes médias. Donc je pense que la première chose, c'est de bien identifier qui c'est qu'on veut toucher. Et ensuite, on fait la liste des partenariats possibles, voilà, en termes de médias, en termes de partenaires financiers aussi, hein, de personnes qui peuvent accompagner sur un événement comme ça, qui aimeraient avoir leur marque associée à un événement de ce type, et ensuite, ben voilà, les choses se déroulent. Voilà. On vous retrouve, Karine, dans à peu près 1 minute et demie, il est 13h26, on prend la deuxième pause de publicité, et on va terminer avec vous tout à l'heure sur un petit peu un autre aspect de votre profession de communicante. Il est 13h26, même ça va être 27, et nous sommes toujours sur ZCL en direct de RHT Radio de Tension et de C10 FM. À tout de suite. Voilà, 13h31 dans le ZCL en direct de RHT et C10 FM. On reçoit toujours Karine Fleming, journaliste communicante des années 80 et des années 2000, c'est ça on dit nous, tu allais là. Pas 80, 90. 90, ah bon, ça, des années 90, et aussi communicante, et justement on venait voir avec elle, on parlait tout à l'heure de la sélection des médias, de la sélection des partenaires, et après quel est le rôle de l'attaché de presse ou de la service de communication. Alors je pose la question, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des DIOCOM, il y a des attachés de presse, il y a des responsables de relations publiques. Alors comment vous vous situez dans ce périmètre, dans cet éventail? Vous faites les trois à la fois? Alors en fait, moi je fais les trois, hein, puisque d'ailleurs, pendant 1 an, j'ai été, et mon contrat s'est terminé le mois dernier, responsable de la communication et des relations publiques au Palais des Sports. Alors c'est vrai que sur les relations publiques, on est plus en contact direct avec le public. Okay? Ça c'est un travail de réseau essentiellement qui se fait avec les forces vives du territoire, donc les associations, les comités d'entreprise, ça inclut les réseaux sociaux aussi, tout ce qui est relation avec le public, ça concerne vraiment directement le public, ok, et la façon d'informer le public de manière directe. Le deuxième aspect du travail, c'est effectivement les relations presse, voilà, qui concernent plus effectivement le suivi de tout ce qui va être publié, de toutes les interviews, de toutes les rencontres qu'il va y avoir avec la veille médiatique, hein. Voilà, autour de l'événement qu'on est en train de médiatiser.
Voilà. Donc ce sont les deux aspects essentiels du travail. Et il y a un troisième aspect au travail de communication qui est, comme je disais tout à l'heure, la recherche aussi de partenaires financiers, de sponsors sur une opération. Donc à la responsable de communication, directeur de com, à la charge de, quand il monte son projet, d'identifier un certain nombre de sponsors, de monter un plan de communication qui leur permettrait d'avoir une visibilité et de faire les meilleures propositions pour qu'un maximum de marques, d'institutions, de partenaires qui vont permettre la réalisation de cet événement soient associés à l'événement et puissent bénéficier d'un rayonnement médiatique par rapport à cet événement. Alors c'est la partie la plus intéressante ou la plus compliquée? Moi j'avoue que oui, c'est la partie la plus compliquée. Oui, on va dire que c'est la partie la plus compliquée parce qu'on est sur un petit marché en Guadeloupe. Surtout que moi, j'évolue dans le monde essentiellement, je ne fais pas que ça en termes de communication, mais c'est vrai que moi je suis beaucoup sur le culturel et l'artistique. C'est un choix de cœur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'explosion de l'offre culturelle et artistique en Guadeloupe, j'entends encore des gens dire il n'y a rien en Guadeloupe. Moi, je ne comprends pas toujours ce discours-là parce que j'ai l'impression maintenant qu'il y a tellement de choses que maintenant même on arrive même plus à suivre. Il suffit de regarder le ZCL tous les jours. Voilà. Il y a toujours plein d'infos, plein d'invités. Plein d'invités. Il y a énormément de choses qui se font en Guadeloupe. Les gens prennent de plus en plus possession de ce domaine-là, organisent, font. Et c'est vrai qu'effectivement, ce n'est pas toujours évident de trouver beaucoup de partenaires sur des événements parce qu'on est sur une petite île, voilà, avec un certain nombre d'entreprises et qu'il n'est pas extensible. Alors, autre chose, vous étiez une journaliste des années 90, communicante des années 2000. Comment vous avez subi le choc des réseaux sociaux et du numérique? Alors c'est marrant parce que justement ce matin j'étais en rendez-vous avec un artiste qui m'a demandé de travailler sur la communication de son concert. Et nous étions en train de parler de cet aspect-là, justement, l'aspect réseaux sociaux. Alors c'est vrai que quand je suis arrivée dans le métier, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Internet même, c'était balbutiant. Non, ça n'existait pas. Ouais, ça n'existait pas du tout. Donc moi, je dirais que Internet, c'est un outil extraordinaire. En tant que journaliste, qui fait souvent des recherches, puisque c'est vrai que je m'intéresse à la culture et aux arts, mais j'ai un gros volet aussi sur le patrimoine végétal local. Oui. Et c'est vrai que Internet a été vraiment un outil extraordinaire qui m'a aidé à écrire plein d'articles, à trouver plein de contacts, à trouver plein de références. Et même au niveau de mon travail de communicante, c'est un outil qui m'aide beaucoup, parce que effectivement, ça me permet d'aller rechercher des informations plus vite, soit sur les artistes avec lesquels je travaille, soit sur les projets dans lesquels je travaille pour pouvoir constituer des communiqués de presse, des dossiers de presse. Donc vraiment un outil extraordinaire. Les réseaux sociaux, moi je trouve ça génial aussi. J'ai découvert ça effectivement quand dans les années 2000, on a commencé vraiment à s'en servir. Alors j'avoue que à la journée d'aujourd'hui, je suis loin d'être une experte dans les réseaux sociaux. Ah bon? Ah oui, c'est vraiment c'est une question de génération? Je pense que c'est une question de génération parce qu'effectivement, la nouvelle génération de communicants sur le marché... Non, j'ai Instagram, j'ai Facebook, j'ai Twitter, j'ai tous ces réseaux sociaux. Par contre, effectivement, j'estime qu'aujourd'hui, je ne suis pas vraiment une experte dans ce domaine-là. Oui. D'ailleurs, quand je rencontre des personnes qui souhaitent communiquer avec moi, ben voilà, et j'en arrivais à là. J'en arrivais à ça. Quand je travaille avec des gens qui souhaitent travailler avec moi, généralement, je travaille avec un prestataire sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est le community manager, c'est ça. Voilà. Je pense que le community management, en soi, c'est un poste aussi dans la communication et c'est un métier qu'il faut apprendre. Moi, je n'ai pas appris quand j'ai fait ma formation de communicant. Je suis en train d'apprendre au fur et à mesure sur le terrain. Et voilà. Mais effectivement, je suis très admirative aujourd'hui de ces jeunes femmes qui sortent des écoles de communication et qui sont formées, jeunes femmes ou jeunes hommes d'ailleurs, parce que ce n'est plus un métier. À l'époque, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de communicants.
Oui, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Oui, c'est une bonne chose. On n'aura pas le temps de parler de la formation. Alors, ce que je veux vous dire, on va conclure là-dessus. Par rapport aux jeunes scolaires, parce que nous avons décidé depuis 2 semaines aux ZCL de faire cette émission en invitant des communicants et des journalistes. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune aujourd'hui qui veut choisir l'un de ces métiers, journaliste que vous connaissez bien, communicant que vous connaissez aussi bien? Alors moi je lui dirais, assure-toi bien que c'est ce que tu as envie de faire et que c'est ta passion. Oui. Parce que les horaires... Passion, hein? Pour vous, c'est un métier de passion, ce sont des métiers de passion. En tout cas, moi je fais ces métiers-là par passion et je pense qu'il faut être un minimum passionné. Pourquoi? Parce que ce sont des métiers où il n'y a pas d'horaire, oui, ça. Il n'y a pas de jour. Oui. Il n'y a pas de jour férié, on est comme la police et comme les pompiers. Où on travaille énormément. Oui. Énormément. Souvent les gens voient un papier qui fait une page dans le magazine et s'imaginent peut-être qu'on a rédigé 105 minutes. Voilà. Des fois ça demande une semaine de travail pour pouvoir vraiment écrire un bon papier. Oui. Ça demande d'appeler des gens, ça demande d'aller sur place, ça demande de faire des investigations et c'est pas toujours dans les horaires de travail. Donc moi je pense qu'il faut être un peu passionné. Donc je dirais oui, vérifie bien que c'est ta passion et que tu as vraiment envie de faire parce qu'il y a beaucoup de boulot. Et il n'y a pas d'horaire. Oui, et c'est bien payé, on va payer. Mais il faut se battre. Et il faut se battre. C'est vrai? Et il faut se battre. Oui, quelquefois, pour se faire payer ou bien pour... Alors, c'est vrai que quand on est en indépendant, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Voilà. Oui, parce que quelquefois, il faut vraiment aller chercher l'argent. Hein. Il faut vraiment. Karine Fleming, merci d'être venue en direct dans le ZCL. Il est 13h39. On va continuer avec l'information et venir sur le diabète. C'est une des maladies les plus fréquentes malheureusement dans ce pays parce que les gens consomment beaucoup de choses sucrées, malheureusement beaucoup de choses grasses et ce diabète conduit à d'autres pathologies, notamment l'AVC. C'est pour ça qu'il y avait une sensibilisation sur le diabète. C'était à Saint-Claude, reportage Vianney Valderde. Oui, alors déjà, je voulais rendre hommage aux organisateurs de cette conférence sur le diabète à Saint-Claude. Et quand j'ai pris connaissance de cette conférence, je me suis dit qu'il était de mon devoir de faire part de mon expérience de diabétique pour que ceux qui ont un diabétique naissant ou un diabétique ancien fassent le point sur leur maladie, sur ce qu'ils croient être leur maladie. Moi, je pense que ça n'est pas une maladie, c'est un état. Effectivement, j'ai été conviée aujourd'hui à une réunion sur le diabète, qui était très enrichissante d'ailleurs. Nous étions nombreux à poser des questions et on se rend compte en fin de compte que nous ne savons pas en réalité toutes les complications qui peuvent être suscitées par cette maladie. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'il y a eu des gens qui ont pu parler de leur vécu concernant la maladie. Il y en a d'autres qui ont posé des questions vraiment pertinentes, ce qui a permis à tout un chacun de pouvoir se documenter en fait sur cette maladie, qui est une maladie surtout insidieuse, parce que très souvent on est affecté de ce mal et on ne le sait pas. Beaucoup de personnes ont posé des questions et je trouve que c'était vraiment intéressant parce que la pathologie diabétique, c'est une pathologie qui est insidieuse, c'est-à-dire que c'est une maladie, c'est la surcharge de sucre dans le sang, l'hyperglycémie qui encrasse les artères, les nerfs et qui entraîne peu à peu des dégâts, notamment au niveau de l'œil, des rétinopathies diabétiques. Il y a beaucoup de diabétiques qui sont aveugles, et notamment aussi le rein. Il y en a qui ont une insuffisance rénale et qui sont même dialysés. Et ensuite, le cœur, à cause de ce diabète qui a encrassé les vaisseaux, les nerfs, ça peut aussi entraîner un infarctus, et même une insuffisance cardiaque. Il y a beaucoup de conséquences graves lorsqu'on a une hyperglycémie prolongée. Voilà, et bien c'est l'heure de notre ABC entreprise avec notre chère Evelyne. Bonjour. Bonjour Danick. Tout va bien? Très bien Danick. Générique, on commence.
Bonjour, chers téléspectateurs et chers auditeurs. Je vous souhaite bon appétit. Et les auditrices, oui, forcément, mais toujours Danick. En fait, on sait très bien qu'on masculinise un peu. Oui, mais enfin, il y a des auditrices parce qu'il n'y a pas on va dire, oui, il y a tous les auditeurs. Alors, la semaine dernière, enfin, il y a 15 jours, on a parlé du business plan. Oui, c'est ça. Alors, on a parlé en gros du business plan parce que c'est une grosse affaire et il y a un certain nombre de questions qui restent à se poser sur le business plan parce que, bon, bien sûr, on a dit faire un business plan, mais c'est quoi un bon business plan, Emeline? Alors, un bon business plan, c'est un business plan pour lequel le créateur d'entreprise aura défini un plan d'action. Oui. Très important. Par plan d'action, on entend définition de la stratégie d'entreprise, effectivement, quelle sera l'orientation qui sera donnée à cette dernière. En fait, globalement, il faut que ce soit une espèce de cartographie et un dessin en fait du chemin que va emprunter cette entreprise. Donc je disais donc définition de la stratégie d'entreprise, mais également quels sont les facteurs clés de succès qui vont déterminer justement la réussite de cette entreprise. Mais c'est également d'avoir déjà en tête les objectifs chiffrés que souhaite atteindre la structure par rapport à l'activité qui sera développée. Il s'agit également de pouvoir bien anticiper toute la nature de la production, quels seront les sites de production qui seront développés, quels seront les coûts de production par rapport à l'activité qui va être développée. Et surtout, et l'un des points les plus importants aussi, ce sera le marketing et la communication. Puisque qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour pouvoir faire connaître mon entreprise, qu'est-ce que je vais mettre en œuvre pour pouvoir faire prospérer mon entreprise, comment je m'assure effectivement son développement et sa pérennité. Enfin, il y a également toute la partie plan d'action commercial, donc effectivement à savoir est-ce que j'aurai besoin de commerciaux si c'est une activité de développement ou de prestation plutôt, mais également quelle sera la stratégie humaine que je vais adopter, combien de personnes aurai-je besoin de recruter, quels seront les profils qui seront visés, quelle sera mon équipe et est-ce que l'équipe que je vais pouvoir constituer sera également complémentaire, parce qu'il faut aussi que dans mon schéma, que je puisse avoir une vision claire de comment va pouvoir fonctionner mon entreprise grâce à ces recrutements. Une question plus. Alors, on parle de business plan, mais en fait, en vous écoutant depuis 2 émissions, c'est plus qu'un plan. C'est quelque chose de très détaillé finalement. Oui, alors, mais plus que jamais, c'est vrai qu'il y a certaines personnes ont tendance à y aller un peu à la légère, je dirais, sur la partie business plan. Comment on dit, on fait un plan. Voilà, ou alors on viendra là. Il faut faire aussi la distinction entre le business plan et le prévisionnel. Par exemple, c'est vrai qu'on va venir voir l'expert comptable régulièrement pour lui demander un prévisionnel d'activité. Souvent, moi je recommande à mes clients effectivement de pouvoir avoir en amont établi cette forme de business plan. Ça permet en fait d'avoir une orientation beaucoup plus précise et également de pouvoir adosser toute la partie financière qui correspondra à l'activité qui va être développée. C'est vraiment une recherche de l'adéquation entre la théorie, enfin la théorie qui va devenir réelle et concrète, et ce que nous on va sortir en termes de documents financiers. Alors est-ce que ce business plan implique réellement un business model? Business model, plus ou moins oui en fait, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir analysé, si tu entends par business model Danick, je veux dire le côté orientation presque parfaite, c'est ça, c'est-à-dire que tu le veuilles ou pas, il faut que tu puisses avoir analysé avant ce qui a marché, ce qui n'aura pas marché, pour pouvoir te dire que toi par rapport à ton positionnement stratégique, effectivement ce sera en adéquation avec ce qu'attend la cible, avec ce qu'attend la population. Il faut pouvoir répondre à une attente et pour ça effectivement il faut avoir réussi à mettre de côté tout ce qui n'a pas été bon avant. Il faut tirer des leçons aussi de ce que d'autres ont fait ou pas, ou encore s'inspirer de ce que d'autres font et que tu vas améliorer. Donc oui, l'objectif c'est d'avoir une forme de business model, oui. Alors je reviens sur le business plan, il faut le rédiger en fait. Oui, alors là c'est la partie la plus fastidieuse en général qu'on n'aime pas trop, mais tout créateur d'entreprise doit pouvoir avoir mis sur papier effectivement sa future création. Ça permet entre autres même aux dirigeants de pouvoir avoir une vision plus claire de ce qu'il va faire. Comme je disais déjà lors de mes précédentes chroniques, on ne se réveille pas un jour et on ne décide pas de créer une entreprise. C'est vraiment quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose d'aplani, c'est quelque chose où on aura déjà structuré notre pensée, ne serait-ce que sur la partie rédactionnelle. Et c'est à ce niveau-là, l'intervention de l'expert comptable ou du comptable est nécessaire ou bien c'est qu'on a fini, on vient le voir? En fait, l'expert comptable, c'est plus lorsque vous avez déjà fini de structurer entre autres
va penser il n'aime pas à faire le plan, lui. C'est-à-dire que lui, il va vérifier la cohérence de ce que vous allez lui transmettre, puisque de toutes les façons, comme il va devoir retranscrire de manière chiffrée la description du projet que vous lui aurez apporté, il va vous dire, en fonction des différentes hypothèses retenues, que cette hypothèse-là ne sera pas forcément cohérente par rapport à l'objectif en termes de chiffre d'affaires, par exemple, par rapport au marché qui est visé, que par exemple les charges qui avaient peut-être été anticipées par le créateur ne seront peut-être pas suffisantes par rapport au chiffre d'affaires qu'il veut dégager. C'est vraiment plus une analyse en fait du projet initial créé par le porteur du projet en fait. Et nous on va retranscrire, comme je disais, financièrement sur le papier ce projet qui est déjà initialement bien mûr et bien réfléchi. Alors, question stratégique, qu'est-ce qui est plus important dans ce business plan? C'est la partie, le concept ou les implications financières? Ils se sont imbriqués? Tout est important justement, mais il faut que dans le concept qu'on puisse retrouver, enfin il faut que comme je disais, la partie financière retranscrive ce concept. Oui. Il faut qu'il y ait une adéquation entre les deux. De toutes les façons, lorsque vous présenterez votre business plan à une banque ou à un financeur tiers, il va toujours s'assurer de la cohérence de ce que vous avez rédigé avec ce qui ressort des chiffres. Et évidemment, si jamais il n'y a pas cette cohérence, vous aurez face à vous un interlocuteur qui ne comprendra pas forcément ce que vous lui présentez. Alors, en parlant d'interlocuteur, le banquier qui voit un business plan, c'est un élément de conviction pour pouvoir accéder à un crédit, par exemple? Alors, de toutes les façons, actuellement, on ne peut quasiment accéder à aucun crédit sans business plan. De toutes les façons, le banquier qui va vous recevoir vous demandera forcément à un moment donné quelle est la trame. Même si on vient chez lui en lui faisant miroiter des possibilités, en lui expliquant avec force, avec force et conviction, ça ne va pas suffire. Il faut pouvoir démontrer. Parce que le business plan, en fait, c'est la démonstration qu'on va faire que notre projet est viable. D'accord. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui se travaille énormément en amont et on n'y va pas la fleur au fusil. Vous allez défendre un projet, c'est un peu, j'ai envie de prendre l'image de projet qu'on porte au niveau de l'école, puisque souvent ce sont des personnes qui sont passées par là. Il faut pouvoir défendre son projet, argumenter et connaître surtout ce que comprend son business plan. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir l'expert comptable qui aura rédigé les éléments et de les lui ramener. Il faut maîtriser son concept, et souvent la maîtrise du concept passe par la rédaction en amont. Alors j'ai rédigé mon business plan, le voilà, il a à peu près de cette épaisseur. C'est un sacré business plan quand même. Oui, un bon business plan. Et après, une fois que mon entreprise est créée, mon business plan, je peux m'en écarter ou alors le suivre à la lettre comme une Bible. L'objectif, c'est de le suivre à la lettre, parce que lorsque vous êtes rapproché d'un expert comptable pour pouvoir avoir l'approche financière, il aura défini en amont plus ou moins les hypothèses à retenir pour que votre structure, elle, puisse être bénéficiaire, parce que c'est aussi ça l'objectif. Donc souvent, il faut se référer, retourner au business plan qui avait été établi pour voir est-ce qu'on a respecté par exemple la masse salariale qu'on avait envisagée initialement, est-ce qu'on a respecté le coût d'achat des charges externes, c'est-à-dire les prestataires, que ce soit le loyer ou les charges comme la sous-traitance ou encore les fournitures administratives. Enfin, c'est vrai qu'il est parfois important de se rattacher à ces éléments pour pouvoir s'assurer qu'on garde le cap, qu'on garde notre feuille de route initiale. Alors, je me suis laissé dire et convaincre que dans le business plan, le prévisionnel de vente était un élément important. Oui, et alors très souvent, lorsque tu arriveras à la banque, Danick, avec ton prévisionnel, si beau soit-il, si tu n'es pas en mesure d'expliquer au banquier comment tu as généré ton chiffre d'affaires, ou comment ton chiffre d'affaires prévisionnel va être généré, ça veut dire en fait que tu es déjà plus ou moins un peu à côté de la plaque. Il te faut travailler cette partie-là, expliciter chacun des éléments. Comme je te dis, il faut que tu puisses maîtriser les chiffres qui apparaissent même dans ton business. Dernier élément, alors, donc je rédige mon business plan, je viens chez mon expert comptable qui le valide, et puis après, toutes les portes s'ouvrent. En général, oui. Enfin, il ne va pas valider, il va faire toute la partie financière avec les hypothèses que tu as retenues. En général, oui, puisqu'il saura structurer le business plan comme il faut, à savoir en présentant un compte de résultat prévisionnel, le bilan prévisionnel, le budget de trésorerie, le plan de financement, c'est-à-dire qu'il aura pu déterminer avec toi également de quels fonds, de quels capitaux tu auras besoin pour la réalisation de ton projet, à savoir comment financer tes investissements, comment financer ton activité, le fonds de roulement, enfin le besoin en fonds de roulement de ton activité. Ce sont plusieurs données qu'en fait il aura compilées et qui permettra normalement de repartir avec ce que tu souhaites lorsque tu arriveras au niveau de la banque. Je peux s'appeler quelque chose. Comment? On peut s'appeler quelque chose. Oui, tout à fait, en effet. Pas du champagne, je ne bois pas d'alcool. Bon, voilà, écoutez,
Emeline, merci. Oui. J'espère qu'on a tout dit nos téléspectateurs sur le business plan, mais si jamais ils veulent des informations... Alors, une petite précision quand même, une dernière, Dani. Tout le monde se rapproche d'un expert comptable. Une fois de plus, je le rappelle, parce qu'on n'a peut-être pas parlé de la notion de prix d'un business plan. J'ai pas osé demander le prix. Il ne faut pas croire que chez l'expert comptable, ça va coûter plus cher que chez notre marchand de soupe qui vous promettra aussi peut-être quelque chose. C'est-à-dire les gens qui font des business plans exactement, marrons, un peu léger, toujours se rapprocher de l'ordre, appeler les permanentes de l'ordre au CWTC de Jarry, s'assurer... Il n'y a pas de téléphone? Alors oui, le 05 90 83 88 11. Oui. Vous demandez Madame Lutin. Deux fois. Oui, 2 fois, 05 90 83 88 11. Vous demandez Madame Lutin et vous lui demandez l'annuaire des experts comptables inscrits à l'ordre. Merci Emeline, qu'on va retrouver prochainement pour une autre séquence sur l'ABC des entreprises. Et là, nous allons terminer en danse puisque depuis à peu près 2 jours maintenant, d'après ce que me disent les informations, il y a un petit bout, ça a commencé aujourd'hui, Andy Danse. Alors, on avait reçu la semaine dernière une représentante de cette association qui s'occupe des personnes en situation de handicap mais qui dansent, et donc c'est à la salle Laurent Flessel à Petit-Bourg. On dit danser toute la journée. Si vous pouvez vous y rendre, ça vaut le déplacement. Reportage Stanley Manicor et Chris Lévy. C'est tout de suite. On a fait un colloque autour de la danse et le handicap avec différents intervenants comme des psychomotriciens, des psychologues, des éducateurs, des personnes qui travaillent dans des structures, des directeurs aussi de structures, où nous avons échangé sur qu'apportait la danse à une personne en situation de handicap, les approches, l'évolution aussi du mouvement et surtout la mémorisation du travail. Ensuite, l'après-midi, nous avons permis à ces jeunes handidanseurs de participer à un stage en version grandeur nature, parce que nous avons eu plus d'une centaine d'handidanseurs qui ont participé à ce stage. Donc c'était vraiment convivial. Et aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est la rencontre régionale Handidance. C'est là où ils vont pouvoir montrer le travail qu'ils ont effectué pour certains 1 mois, pour d'autres 3 mois, pour d'autres ça fait 3 ans qu'ils dansent. Cette rencontre, c'est pour pouvoir permettre de mettre en avant le talent de nos handidanseurs et montrer que toute personne en situation de handicap a droit à une activité à part entière, et dans ce cas, c'est la danse. On est capable, l'invisible devient visible, je dis, et puis il y a de l'émotion qui découle dans les mouvements, ils vont au-delà de leur performance, donc ça vaut le coup franchement d'y aller, de venir voir aussi cette rencontre. Il y a 18 prestations, environ 9 structures de la Guadeloupe, un peu éparpillées. On a de Petit Canal, Petit Bourg, on a des structures de Trois-Rivières, comme de Bouillante. On a essayé de toucher tout l'archipel. En national, représenter notre île. Voilà, donc l'an dernier, c'est l'association Libellule qui a obtenu le coup de cœur. C'était ma chorégraphie. Et nous avons eu le premier prix à l'unanimité, sont revenus avec plusieurs médailles. Donc nous avons représenté la Guadeloupe comme il se doit. Donc on espère que cette année, l'équipe qui partira pourra faire autant. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui dans le ZCL en direct de Canal 10. On se retrouve demain avec d'autres invités et le retour de Martine pour sa chronique culture, aussi avec Cédric Damarom pour sa rubrique géopolitique. Bref, ça ne se passe que sur le ZCL, vous le savez. Profitez, il pourra y jusqu'à jeudi jour. Donc nous sommes toujours contents de vous recevoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder à Paris, à Pointe-à-Pitre, à Marie-Galante, à Martinique, à Fort-de-France, un peu partout. Merci en tout cas pour les gens que nous rencontrons au quotidien, surtout des Guadeloupéens de la diaspora. Ils peuvent venir au balai. Ils vont dire, ah ouais, nous avons gagné celle là, en fois d'hiver, ça comme un petit bon chalet. On est très content de vous rendre ce service. Salut, 13h55, réalisation Nathan aujourd'hui. À demain à la même heure.